Identique à la liste provisoire publiée le 14 janvier dernier, elle a été affichée en fin de soirée sur des panneaux disposés devant le siège du Conseil constitutionnel où attendaient plusieurs dizaines de journalistes dans un quartier résidentiel de Dakar. Outre celle de Macky Sall, le Conseil a validé comme la semaine précédente les candidatures du député Ousmane Sonko, ancien haut fonctionnaire et figure montante de l'opposition, de l'ex-ministre Idrissa Seck, d'un proche de l'ancien président Abdoulaye Wade, Madické Niang, et du candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, El Hadji Sall. Les 7 sages ont sans surprise écarté les recours introduits par Karim Wade, ex-ministre et fils d'Abdoulaye Wade, et Khalifa Sall, dissident du Parti socialiste qui avait pourtant recueilli le nombre requis de parrainage, mais sont frappés par des condamnations judiciaires. Naturellement, la décision qui vient d'être rendue publique par le Conseil constitutionnel, nous la rejetons totalement, a déclaré à la presse le représentant de Khalifa Sall, Babacar Tioé Bah. Le Sénégal, qui a connu 2 alternances en 2000 et en 2012 et aucun coup d'État, fait figure de modèle de démocratie dans la région. Mais des organisations internationales et régionales ainsi que des ONG de défense des droits de l'homme ont dénoncé le caractère inéquitable de certains procès, notamment ceux de Karim Wade et Khalifa Sall, ou des restrictions aux libertés publiques. Le Parti démocratique sénégalais, qui a investi Karim Wade et n'a officiellement pas prévu de plan B en cas d'invalidation de sa candidature, n'a pas réagi dans l'immédiat. Le service des douanes nigérien a généré des recettes de 1,9 milliard de dollars, environ 556,7 milliards de naira de janvier à juin 2018, contre 1,6 milliard de dollars, environ 486,7 milliards de naira générés au cours de la même période en 2017. Un résultat obtenu suite à la décision du gouvernement nigérian. Ce dernier a interdit l'importation d'une quarantaine de produits en dehors des 110 autres déjà prohibés, dans le cadre de ses efforts pour protéger l'économie et l'industrie locale. Les produits prohibés sont entre autres les textiles, les meubles, les fruits frais, les matières plastiques, les chaussures pour hommes, les sacs en cuir, etc. Les articles à usage domestique comme les bicyclettes, les coutelas, les haches, les pelles, les brouettes, la viande, pâte dentifrice, crayons et huile végétale sont aussi interdits d'importation. Le Nigeria est devenu au fil des années une sorte de dépotoir pour des produits de très bon marché, mais de mauvaise qualité, en provenance du monde entier, particulièrement de l'Asie. Nous avons l'obligation d'en finir avec la contrebande. Cette situation de contrebande n'est guère profitable pour un État de droit. Nous avons le devoir et l'obligation d'en finir avec ce fléau. Et pour y parvenir, nous avons grand besoin de la population. Cette situation ne pouvant continuer, l'État a décidé d'interdire l'importation de ces produits. Le gouvernement étant conscient de ses obligations découlant des traités commerciaux signés avec l'Organisation mondiale du commerce, OMC, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Devant les soutiens et sympathisants de son mouvement ce week-end à Cotonou, Kémi Séba a fait une annonce qui va peut-être bouleverser le paysage politique béninois, la création de son parti politique. Dénommé Parti panafricaniste béninois, cette nouvelle formation politique aura pour mission d'éveiller les consciences des jeunes, mais aussi de faire représenter le panafricanisme dans la sphère politique du Bénin. Considérant qu'initialement nous avions décidé de ne pas nous mêler de la politique ou de toute démarche électorale, mais nous constatons le mépris des élites politiques dans ce pays. Nous constatons que alors que nous nous mobilisons, alors que nous nous saignons, alors que nous nous battons pour que les questions de souveraineté soient entendues, les élites, que ce soit l'opposition ou le pouvoir, ne tendent pas l'oreille alors qu'aux 4 coins du monde nous sommes entendus. Mais nos propres petites élites refusent d'entendre les questions relatives à l'indépendance africaine. Alors je vais vous annoncer quelque chose d'important. À partir d'aujourd'hui, parce que vous êtes des leaders et non pas des suiveurs, en cette année 2019, l'ONG Urgence Panafricaniste va devenir un parti politique et vous allez être les militants de ce parti-là en tant que tel. La souveraineté doit être une priorité pour nos pays. Et donc par conséquent, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je demande à chacun d'entre vous, étudiants, étudiantes, chômeurs, journalistes, avocats, banquiers, juristes, de répondre favorablement à l'appel que nous lançons aujourd'hui. L'annonce a été faite lors d'un rassemblement durant lequel il a été organisé un procès public de la France-Afrique. C'est l'accès aux matières premières stratégiques. J'ai dit tout à l'heure, la France n'a rien. Tout ce qu'elle fait,
elles volent. Le pétrole, l'uranium, le cacao, l'or et autres. Il faut que nous mettions la France dehors de toute l'Afrique. Et je ne suis pas prêt pour lui faire des cadeaux. Il faut savoir se sacrifier. Il faut savoir faire ce qu'il faut pour foutre la France dehors. Dehors. De l'activisme à la politique, Kémi Séba n'a visiblement franchi qu'un seul pas, lui qui avait toujours affirmé qu'il ne comptait pas faire de la politique. La démarche entre dans le cadre de la prochaine élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Lundi, 17 partis politiques, dont le parti au pouvoir et les deux principaux partis d'opposition, ont mené un premier échange de vues. Tout ceci sous la conduite du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les participants à ces échanges disent en attendre une réforme totale de la CEI pour qu'elle puisse organiser les élections en toute indépendance et toute autonomie, sans immixtion du pouvoir exécutif. Tant le Parti démocratique de Côte d'Ivoire que le Front populaire ivoirien, les deux principales formations d'opposition, réclament une réforme de la CEI qu'ils jugent déséquilibrée en faveur du parti au pouvoir, le Rassemblement des Républicains du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas la première fois. La Cour africaine des droits de l'homme, en 2016, saisie par une association de la société civile ivoirienne, avait également jugé que la CEI était déséquilibrée, le pouvoir étant représenté par 8 membres contre 4 pour l'opposition. Il avait alors été ordonné à la Côte d'Ivoire de la réformer. Dans le cadre des pourparlers de réforme, le gouvernement doit rencontrer jeudi les organisations de la société civile. Le climat politique est très tendu en Côte d'Ivoire depuis l'éclatement de la coalition en août. À quelques semaines des scrutins législatifs et présidentiels, le président Mouhamadou Bouhari, qui ambitionne de briquer un autre mandat, mène activement sa campagne. Pour sa dernière sortie, il s'est rendu à un rassemblement de partisans à Maïdougouri, dans l'état de Borno, où il a rencontré des milliers de partisans. Une occasion pour le chef de l'État de rappeler les efforts de son équipe depuis son ascension à la présidence. Par la volonté de Dieu, vous avez été les témoins des réalisations que nous avons accomplies jusqu'à présent, comme le retour à la normalité, mais il reste encore beaucoup à faire et nous continuerons d'investir des efforts à cet égard. En matière de lutte contre la corruption, nous faisons de notre mieux et les coupables seront arrêtés et remis à la police pour un complément d'enquête judiciaire et pour être punis. Au cours de ce meeting, Mouhamadou Bouhari a mis en garde contre les exacerbations de conflits aux 4 coins du Nigeria et accusé directement l'opposition de fomenter des violences. Le Nigeria a une longue tradition de violence politique en période électorale. En 2011, des affrontements ont fait plus de 1000 morts à l'annonce des résultats. Le président Mouhamadou Bouhari présente un bilan sécuritaire déplorable et le pays fait face à de nombreux conflits. Au-delà de l'insurrection avec les djihadistes de Boko Haram dans le nord-est, des groupes de bandits armés pillent, volent le bétail et pratiquent des kidnappings de masse dans le nord-ouest. Le conflit entre éleveurs peuls et agriculteurs pour l'accès aux terres a quant à lui fait des milliers de morts dans les États de la ceinture fertile du Nigeria. Dans le sud-est, les groupes armés qui s'en prenaient aux installations pétrolières pendant la toute première moitié de la présidence Bouhari menacent de reprendre les hostilités à tout moment. L'attaque du groupe djihadiste Boko Haram dans la ville de Baga fin décembre a déclenché un exode d'ampleur. Environ 6000 réfugiés, d'après le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, auraient déjà fui l'état du Borno pour le Tchad voisin. Début janvier, les Nations Unies avaient déjà annoncé que plus de 30 000 personnes avaient trouvé refuge à Maïdougouri, capitale de l'état du Borno, à la suite d'une recrudescence des combats. La grande majorité venait également de Baga, où les combats entre la faction de Boko Haram affiliée au groupe de l'État islamique et l'armée nigériane font rage depuis le 26 décembre.
L'armée nigériane, qui a perdu des dizaines, voire des centaines de soldats depuis les 6 derniers mois, a affirmé avoir repris le contrôle de cette ville stratégique le 10 janvier. Le nord-est du Nigeria connaît une très inquiétante recrudescence d'attaques alors que le pays organise la prochaine élection présidentielle dans moins d'un mois. La semaine dernière, le HCR avait rapporté que 9000 Nigérians avaient tenté de se réfugier au Cameroun après l'attaque sanglante d'une autre ville à la frontière entre les deux pays. Les autorités camerounaises avaient toutefois refusé de les accepter sur leur territoire. Les doutes de l'Union africaine et celles européennes sur la victoire de Félix Tshisekedi semblent désormais conjugués au passé. Les deux organisations se sont dites prêtes à travailler avec le nouvel homme fort de la RD Congo. L'Union européenne et l'Union africaine avaient émis des doutes après la proclamation de la victoire de l'opposant et ont attendu la décision de la Cour constitutionnelle saisie par le candidat annoncé deuxième, Martin Fayulu. La Cour constitutionnelle a validé les résultats de la commission électorale et proclamé la victoire de Félix Tshisekedi. Son élection a été immédiatement saluée par l'Afrique du Sud, le Kenya et la communauté de développement de l'Afrique australe dont la RD Congo est membre. La France, qui avait estimé que Martin Fayulu était a priori le vainqueur de l'élection présidentielle, a également pris note de la victoire de Félix Tshisekedi via un communiqué publié ce lundi avant la réunion ministérielle UE-UA à Bruxelles. Félix Tshisekedi, 5e président congolais, va succéder à Joseph Kabila au pouvoir depuis 18 ans après l'assassinat de son père Laurent Désiré le 16 janvier 2001. Il doit prêter serment dans les tout prochains jours. La prestation de serment est prévue à partir de midi, soit 11h GMT, au Palais de la Nation de Kinshasa, siège de l'actuelle présidence. C'est la première prestation pacifique de pouvoir d'un président à l'autre depuis l'indépendance de l'ex-Congo belge, proclamée dans ce même Palais de la Nation le 30 juin 1960. Félix Tshisekedi, 55 ans, s'apprête à devenir le 5e président de la République en prenant le relais de Joseph Kabila, qui avait prêté serment le 26 janvier 2001, 10 jours après l'assassinat de son père et prédécesseur Laurent Désiré Kabila par un garde du corps. La victoire de Félix Tshisekedi n'est pas reconnue par l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayulu, qui s'autoproclame président élu et dénonce un putsch électoral de Joseph Kabila avec la complicité de Tshisekedi. Une élection qui est de plus en plus homologuée par tous. Après des hésitations, l'Union africaine et l'Union européenne ont indiqué dans un communiqué commun qu'elles étaient prêtes à travailler avec le président Tshisekedi et avec toutes les parties congolaises. Le président élu devra choisir un premier ministre au sein de la majorité de l'Assemblée nationale qui reste largement acquise aux proches du président Kabila. Le président nous a écoutés, mais nous ressortons de cette audience avec un petit pincement au cœur parce que nous n'avons pas eu les réponses que nous attendions à nos principales préoccupations. Et je crois que nous allons revenir encore voir le président de la Cour constitutionnelle. C'est important pour nous parce qu'il est nécessaire de clarifier certaines dispositions de la loi. Le président, dans ses réponses, a semblé un peu vague. Le président, dans ses réponses, ne nous a pas convaincus. L'opposition fait donc l'essentiel pour assurer la veille, parce que pour nous c'est important. On souhaiterait quand même que les élections se déroulent dans de très bonnes conditions, qu'après nous ayons tous le sourire. Mais tel que ça se passe, avec les inquiétudes que nous avons par rapport à certaines dispositions qui n'ont pas été clarifiées par le président de la Cour, il y a beaucoup de craintes à avoir. L'interprétation de l'article 242 est une interprétation importante pour l'opposition. C'est vrai que le président demande à l'opposition, aux partis politiques de faire leur propre interprétation, mais lui, en tant que juge constitutionnel, peut quand même orienter les réflexions.
Nous n'avons pas eu de réponse par rapport à l'interprétation de cet article lorsque nous avons rencontré les membres de la Sénat. Nous n'avons pas eu non plus de précision avec le président de la Cour constitutionnelle. Ça demeure un problème pour nous. Il est important, avant même d'aller aux élections, qu'on nous clarifie la situation de l'article 242, qui est un article qui parle justement de l'attribution des sièges. Vous comprenez que c'est important pour nous et notre démarche n'a pas eu satisfaction auprès du président de la Cour constitutionnelle. Nous en sommes déçus.